la longue table en chêne s'étirait comme un témoin silencieux, sa surface polie reflétant la lueur douce du lustre au-dessus. Des plats fumants de riz jollof, de soupe au poivre et de viande de chèvre rôtie embaumaient l'air, mais l'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Clara siégeait en bout de table, le port royal, bien que son cœur portât les cicatrices de batailles silencieuses que personne n'avait vues. Elle s'était habituée aux changements subtils dans le ton de Patrick, aux rentrées tardives justifiées par de piètres excuses, au parfum persistant sur ses chemises qui n'étaient pas le sien. Pourtant, ce soir, elle avait choisi le silence comme bouclier. Ses mains bougeaient avec grâce, versant du vin dans des verres en cristal pour les membres de la famille réunis, mais son esprit était stable, son âme préparée. Elle savait que cette soirée ne se passerait pas sans révélation, et elle avait résolu de ne pas trembler le moment venu. La porte s'ouvrit brusquement, surprenant l'assemblée. Patrick entra avec Stella, son visage juvénile maquillé d'un sourire suffisant, sa main cramponnée à son bras. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la pièce lorsque Patrick, avec l'arrogance d'un homme trop sûr de lui, annonça que Stella portait son enfant. Ces mots fendirent l'air comme une lame, transperçant le cœur de chaque parent présent. Madame Evelyne, sa mère, rayonna de fierté, battant des mains en s'exclamant qu'enfin la famille aurait un véritable héritier. Pour Clara, ces mots portaient le poids d'une trahison qu'elle soupçonnait depuis longtemps mais qu'elle n'avait jamais affrontée. Pourtant, au lieu de s'effondrer, ses lèvres s'étirèrent en un faible sourire. Elle les tamponna avec sa serviette comme si la déclaration tonitruante de Patrick n'était rien de plus qu'une conversation banale. Alors que la pièce s'agitait et que les murmures s'élevaient, Clara fouilla dans son sac à main et posa une enveloppe marron sur la table, la faisant glisser vers Patrick sans prononcer un mot. Il fronça les sourcils, la voix tranchante. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Il la déchira, s'attendant à des papiers de divorce, un signe de défaite. Mais ce qu'il vit draina toute couleur de son visage. Les documents étaient des actes de transfert de propriété qu'il avait signés dans un brouillard d'ivresse des semaines plus tôt, des transferts qui cédaient le manoir, les voitures et la moitié des parts de son entreprise à Clara. La rumeur se propagea, les chaises raclèrent le sol carrelé, et le sourire fier de Madame Evelyne vacilla. Patrick fixa Clara, incrédule, réalisant qu'il n'avait pas été vaincu par des querelles bruyantes, mais par une prévoyance silencieuse. Clara le regarda dans les yeux, son regard calme mais perçant, et par ce seul regard, elle lui fit comprendre qu'elle n'était pas la femme faible qu'il croyait. Le lendemain matin, le soleil se leva avec une chaleur trompeuse, jetant une lumière dorée sur la concession. Mais à l'intérieur des appartements de Madame Evelyne, l'orage grondait. Sa voix traversait la maison, tranchante et autoritaire, alors qu'elle sommait Clara de venir l'affronter. Les yeux d'Evelyne, endurcis par des années de contrôle et un désir brûlant d'avoir un petit-fils, fixaient Clara avec venin. Elle l'accusa de faire obstacle au destin de son fils, de s'accrocher à un mariage qui n'avait pas porté ses fruits. « Tu devrais te retirer avec dignité », cracha Evelyne, ses mots imprégnés de mépris, pour que Stella puisse prendre sa place légitime. « Elle nous a donné ce que tu n'as jamais pu, un fils, un héritier pour le nom de cette famille. » Ces mots coupaient profondément, chacun rappelant les chuchotements que Clara avait endurés de la part des voisins comme des parents. Pourtant, Clara restait droite, son silence plus puissant que la rage d'Evelyne. Patrick, enhardi par le soutien de sa mère, se joignit au cœur des accusations. Il exhibait Stella et sa grossesse comme un trophée, parlant avec la cruauté d'un homme aveuglé par l'arrogance. Pour lui, Clara était un chapitre clos, une erreur qu'il avait hâte d'effacer. « Tu es stérile », dit-il froidement, les mots lourds de finalité. « Stella m'a donné ce que tu n'as jamais pu. Signe les papiers de divorce et laisse-nous tranquilles. » Sa voix, autrefois tendre dans les premières années de leur mariage, était maintenant teintée de mépris. Evelyne hocha la tête en signe d'approbation, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle présidait un jugement attendu depuis longtemps. Pour eux, le temps de Clara était révolu. Mais Clara ne broncha pas, ni ne pleura. Au lieu de cela, elle leva le menton et parla avec un calme qui fit taire même la langue acérée d'Evelyne. « Pas encore, dit-elle doucement, sa voix portant le poids de l'acier sous le velours. Le moment n'est pas venu. » C'était un refus que ni Patrick ni Evelyne ne comprirent. Ils prirent son calme pour de l'obstination, son silence pour de la faiblesse. Pourtant, sous son extérieur serein, Clara calculait, tissant les fils d'un plan qui, un jour, causerait leur perte. Elle sortit de la pièce d'un pas tranquille, le dos droit, sa dignité intacte, tandis qu'Evelyne bouillait sur place et que Patrick fulminait, aucun ne réalisant qu'ils avaient déjà perdu la première bataille. Les jours qui suivirent devinrent une symphonie de tourments. Les demandes de divorce de Patrick devinrent plus fortes,
plus implacable, résonnant dans la maison comme un tambour de cruauté. Chaque matin, il jetait les papiers devant Clara, sa voix montant dans la colère quand elle les repoussait. Il l'accusait d'égoïsme, de s'accrocher à ce qui ne lui appartenait plus. Stella, gonflée d'orgueil à mesure que sa grossesse avançait, alimentait son arrogance, chuchotant à son oreille et affichant son ventre rond comme une couronne. Evelyne planait comme un vautour, rappelant à Clara à chaque tournant qu'elle était finie. Ensemble, ils formaient un mur de dédain, cherchant à briser son esprit et à la pousser à la soumission. Mais Clara refusait de céder. Son silence devint son bouclier, son sang-froid son arme. Quand Patrick enrageait, elle le regardait simplement avec des yeux qui voyaient au-delà de sa fureur, au-delà de son arrogance, jusque dans le vide qui se trouvait dessous. Chaque refus de signer les papiers le déconcertait davantage. « Pourquoi tu ne veux pas me laisser partir » tonna-t-il un soir, frappant du poing sur la table. « Tu crois que cette maison, ces voitures, cette vie te garderont en sécurité pour toujours ? Stella m'a donné un fils. Tu n'es plus rien maintenant. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. Mais Clara ajusta seulement son châle, ses lèvres esquissant le plus infime des sourires. Intérieurement, cependant, Clara ne faisait pas qu'endurer, elle construisait. À chaque insulte, chaque exigence, chaque mot cruel, elle devenait plus forte. Elle avait déjà franchi la première étape pour assurer son avenir, mais maintenant elle planifiait la seconde, celle qui cimenterait sa place non seulement dans la survie, mais dans le triomphe. Elle se murmurait dans le calme de sa chambre, le moment n'est pas encore venu. Aux yeux du monde, elle semblait être une femme s'accrochant à un mariage moribond, mais en vérité, elle était une reine attendant le moment de révéler sa couronne. Patrick, aveuglé par l'arrogance, ne pouvait voir l'orage qui se préparait sous son calme apparent. Le jour où Stella accoucha, la maison explosa de célébrations. Les parents affluèrent avec des cadeaux, des chants et des louanges. Evelyne dansait dans les couloirs, le visage illuminé de joie, sa voix résonnant de déclarations selon lesquelles l'héritage de la famille était enfin assuré. « Un fils » criait-elle. « Le nom perdurera. » Patrick se pavanait comme un paon, le torse bombé, tenant le nourrisson comme s'il était le joyau de la couronne de son existence. Stella se prélassait dans la gloire, se délectant de l'attention, ses yeux brillants de triomphe chaque fois qu'il se posait sur Clara. Pour eux, l'enfant était la preuve de l'échec de Clara, le dernier clou dans le cercueil de sa valeur. La famille se réunit dans le salon, Evelyne berçant le bébé, Patrick à ses côtés, Stella rayonnante dans son nouveau rôle. Devant tout le monde, Evelyne se tourna vers Clara et dit : « Voici l'héritier que nous attendions. Tu devrais faire tes valises et partir maintenant, avec le peu de dignité qu'il te reste. Cette maison, cette famille n'est plus la tienne. » Les parents murmurèrent leur accord, certains plaignant Clara, d'autres la regardant avec un mépris à peine voilé. L'air était lourd de moquerie, chaque mot, chaque regard conçu pour briser son esprit. Mais Clara, assise tranquillement dans son coin, ne versa pas une larme. Elle regarda le bébé une fois, puis déplaça son regard vers Patrick, ses yeux calmes et inflexibles. « Un enfant est une bénédiction, dit-elle doucement, mais les bénédictions se transforment en malédictions entre de mauvaises mains. » Ces mots, simples mais profonds, troublèrent l'assemblée. Evelyne ricana, la traitant d'aigrie, mais il y avait quelque chose dans le ton de Clara qui portait du poids, quelque chose qui resta suspendu dans l'air longtemps après qu'elle se fût levée et éloignée. Pendant que la famille célébrait, Clara avait déjà plusieurs coups d'avance, l'esprit calculateur, le cœur stable. Elle ne les combattrait pas avec du bruit ou des crises. Elle les défrait avec silence et précision. Tandis que la maison résonnait de rire et que Stella prenait ses aises dans son rôle de mère de l'héritier de Patrick, Clara se déplaçait silencieusement dans l'ombre. Elle visitait des avocats discrètement, sa dignité drapée autour d'elle comme une cape d'armure. Le manoir, les voitures, les parts de société, tout ce que Patrick avait involontairement signé à son nom, elle le transféra sous la garde de son frère, un homme dont la loyauté envers elle était inébranlable. Elle savait que l'arrogance de Patrick le pousserait un jour à essayer de tout récupérer, et elle ne laisserait aucune brèche qu'il pourrait exploiter. Chaque signature, chaque sceau apposé sur les documents était un autre clou dans le cercueil de l'orgueil de Patrick. Les avocats s'émerveillaient de son sang-froid, s'attendant à des larmes ou de l'amertume, mais elle était calme, posée, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. « Ce n'est pas la vengeance que je cherche, » leur dit-elle doucement, « mais la liberté, et la liberté doit être assurée. » Elle rentrait chez elle chaque soir comme si de rien n'était, endurant les insultes de Patrick, le mépris d'Evelyne, la suffisance de Stella. Il se moquait d'elle,
aveugles à la forteresse qu'elle construisait silencieusement autour d'elle. Il ne voyait qu'une femme refusant le divorce, une femme trop têtue pour lâcher prise. Il ne voyait pas la reine en attente, fortifiant son royaume pendant qu'il riait. Quand les derniers documents furent scellés et que le nom de son frère apparut là où le sien se trouvait autrefois, Clara sourit pour la première fois depuis des mois. Elle se regarda dans le miroir cette nuit-là et chuchota, « Maintenant, qu'ils viennent. » Patrick pensait détenir tout le pouvoir. Evelyne pensait avoir gagné la bataille. Stella pensait avoir assuré son avenir. Mais Clara, silencieuse et stable, s'était déjà assurée que lorsque la tempête arriverait, elle seule resterait intouchable. Les grilles du manoir se dressaient hautes et inflexibles, leurs barreaux de fer scintillant sous le dur soleil de l'après-midi. Patrick, vêtu d'un agbada fraîchement repassé, s'avança avec assurance vers elle, Stella à ses côtés avec leur bébé enveloppé dans de la dentelle fine. Sa voix tonna avec arrogance alors qu'il annonçait aux gardes que sa femme, Clara, n'était plus la maîtresse de maison, et que Stella, la mère de son héritier, emménageait immédiatement. Il s'attendait à l'obéissance, un salut rapide, et à voir les portes s'ouvrir grand pour accueillir son triomphe. Au lieu de cela, les gardes restèrent impassibles, le regard fixe, le corps raide comme des statues. « Nous ne prenons les ordres que de Madame Clara et de son frère, » dit l'un d'eux sèchement. Le visage de Patrick se tordit d'incrédulité. Le sourire triomphant de Stella vacilla. Des murmures commencèrent à onduler parmi les voisins rassemblés à proximité. Des yeux curieux observaient l'ordre de Patrick être rejeté aux portes même de la maison sur laquelle il régnait autrefois. La rage l'envahit, sa voix montant alors qu'il exigeait d'entrer, son orgueil trop blessé pour battre en retraite. Il cria qu'il était le propriétaire légitime, que personne ne pouvait l'empêcher d'entrer chez lui. Mais lorsqu'il brandit les documents qu'il avait autrefois signés négligemment, les gardes ne bronchèrent même pas. Ils tinrent bon, montrant des actes mis à jour qui portaient désormais le nom du frère de Clara comme propriétaire légitime. « Vous n'avez aucune autorité ici, monsieur, » répétèrent-ils. C'était un poignard dans l'orgueil de Patrick, une humiliation bien plus profonde que les chuchotements qui résonnaient maintenant autour de lui. Stella serra le bébé plus fort, les lèvres tremblantes, alors que les voisins échangeaient des regards entendus. Le grand Patrick, qui avait publiquement humilié Clara, se voyait refuser l'entrée de la maison même qu'il pensait contrôler. Tandis que la scène s'éternisait, Clara se tenait tranquillement sur le balcon au-dessus, les yeux sereins, sa silhouette enveloppée dans une robe fluide. Elle ne parla pas, ne jubila pas, ne reconnut même pas les menaces sauvages de Patrick. Son silence était un tonnerre suffisant, son immobilité plus forte que tous ses cris. Le visage de Patrick brûlait de honte alors qu'il réalisait que chaque insulte, chaque vantardise, chaque déclaration orgueilleuse l'avait mené à ce moment de disgrâce publique. Il finit par se détourner, traînant Stella avec lui, l'enfant pleurant dans ses bras. Les grilles restèrent fermées, froides et immobiles, tout comme le cœur de Clara l'était devenu. L'homme qui se croyait autrefois maître de tout se tenait maintenant impuissant, enfermé hors de son propre orgueil. La nouvelle de l'incident aux grilles se répandit rapidement dans la famille, comme une traînée de poudre. Un conseil fut convoqué, les parents se rassemblant dans la concession d'Evelyne pour résoudre la honte que Patrick avait jetée sur le nom de la famille. Patrick arriva avec Stella et le bébé, le torse bombé par défi, les yeux lançant des éclairs de fureur. Evelyne siégeait en tête, sa présence imposante, sa langue prête à fouetter Clara pour la soumettre. Quand Clara arriva, elle fut accueillie par des regards froids, des chuchotements dans son dos et la voix méprisante d'Evelyne. « Tu n'es rien qu'un parasite, t'accrochant à ce qui ne t'appartient pas. Tu devrais te retirer en silence. » La famille murmura son accord, certains hochant la tête, d'autres secouant la leur. Mais Clara, comme toujours, était calme, son silence troublant par sa constance. Patrick se leva et tonna des accusations. Il traita Clara de méchante, l'accusa de l'avoir délibérément humiliée aux grilles, prétendit qu'elle faisait obstacle à son bonheur légitime. Stella était assise avec suffisance à côté de lui, berçant le bébé comme si la seule présence de l'enfant validait leur cruauté. Evelyne jeta de l'huile sur le feu, rappelant à tous la stérilité de Clara et le prétendu triomphe de Stella. Les parents se penchèrent en avant, attendant que Clara s'effondre sous l'assaut combiné. Mais Clara plongea seulement la main dans son sac une fois de plus, en sortant des documents mis à jour avec des sceaux qui brillaient sous la lumière de la lanterne. Elle les plaça devant le conseil, sa voix calme et précise. « Voici les actes légaux. Cette maison, les voitures, les parts. Elles n'appartiennent plus à Patrick. Elles ont été transférées à mon frère. Je ne détiens rien.
Vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez, mais la loi ne ment pas. » Un silence stupéfait tomba. Les parents remuèrent, mal à l'aise. Le sourire suffisant de Stella s'évapora. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent d'incrédulité, sa voix coincée dans sa gorge. La rage de Patrick éclata, ses poings martelant la table. Son orgueil vola en éclats alors que la vérité résonnait dans la salle du conseil. Mais Clara resta impassible, le menton levé, le regard stable. Elle ne l'avait pas seulement déjoué, elle s'était fortifiée si profondément que rien de ce qu'il faisait ne pouvait l'atteindre. Pour la première fois, la famille ne la vit pas comme une femme faible et stérile, mais comme une stratège, une tempête silencieuse qui avait transformé la disgrâce en force. Les murmures changèrent cette nuit-là, et pour la première fois, Clara fut admirée plutôt que plainte. Au début, Stella endura l'humiliation de Patrick avec l'orgueil d'une femme qui croyait sa position assurée. Elle se disait que tant qu'elle portait son fils, elle était intouchable. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, elle commença à voir les fissures se former autour de son rêve. La richesse de Patrick, autrefois affichée avec arrogance, ne coulait plus aussi librement. Les partenaires commerciaux hésitaient, des rumeurs d'instabilité se propageant sur le marché. La maison dans laquelle elle rêvait de vivre lui restait fermée. Sa vision de franchir ces grilles se brisa devant des voisins qui n'oublièrent jamais ce dont ils avaient été témoins. Le luxe qu'elle imaginait pour son enfant semblait s'éloigner chaque jour davantage, et bien que Patrick tentât de l'assurer qu'il récupérerait tout, le cœur de Stella commença à se remplir d'inquiétude. Ses frustrations débordèrent en mots tranchants, son sourire jadis fier se tordant en amertume. Elle commença à se quereller avec Patrick pour l'argent, pour ses échecs, pour l'ombre sans fin que Clara avait laissée derrière elle. « Tu m'as promis une vie meilleure que la sienne », cracha-t-elle un soir, la voix tremblante de colère. « Mais tout ce que je vois, c'est la honte. Les gens chuchotent dans mon dos. Ils disent que je suis parti pour un homme qui ne peut même pas assurer son propre foyer. » Ces mots, destinés à blesser, trouvèrent leur cible dans l'orgueil de Patrick. Il rugit de colère, lui rappelant qu'elle n'était rien sans lui, que c'était grâce à lui qu'elle avait un quelconque statut. Leurs querelles devinrent plus fortes, leur amertume plus profonde, les fissures s'élargissant en gouffres. Pourtant, Stella ne pouvait se défaire de la jalousie qui brûlait en elle chaque fois que le nom de Clara était mentionné. Bien que Clara ait signé les papiers du divorce, elle restait intouchable, rayonnante, sa dignité intacte. Stella réalisa avec horreur que l'obsession de Patrick pour Clara n'était pas morte, elle s'était simplement transformée en quelque chose de plus sombre, quelque chose avec lequel elle ne pourrait jamais rivaliser. Pour la première fois, Stella commença à se voir non pas comme la gagnante, mais comme le pion dans un jeu que Clara avait déjà remporté. Et cette réalisation purula dans son cœur, empoisonnant ses nuits de regrets et ses jours d'une amertume grandissante. Après des mois de pression incessante de la part de Patrick, Clara le fit enfin appeler un soir tranquille. Il arriva s'attendant à une autre dispute, le cœur lourd du poids de ses échecs, son orgueil désespéré d'une petite victoire. Stella était assise à proximité, suffisante une fois de plus, convaincue que la fin était enfin arrivée. Evelyne était présente aussi, sa langue acérée prête à célébrer le départ de Clara. Clara posa les papiers du divorce sur la table, la main sûre, le visage serein. Sans théâtre, sans amertume, elle signa son nom sur la ligne pointillée. La pièce devint silencieuse, stupéfaite par l'absence de larmes, le manque de supplications, le calme complet d'une femme qui était censée être brisée. Patrick se pencha en avant, les yeux plissés, cherchant des signes de défaite. « Alors tu acceptes enfin que tu n'es rien », ricana-t-il, la voix dégoulinant de triomphe. Evelyne frappa dans ses mains de joie, louant Stella, exhibant l'enfant une fois de plus. Mais les lèvres de Clara s'étirèrent en un très léger sourire alors qu'elle tendait les papiers. « Je ne signe pas parce que je suis vaincue, dit-elle doucement, sa voix comme une lame enveloppée de soie. Je signe parce que je suis libre. Et toi, Patrick, c'est toi qui es lié par les chaînes que tu forges toi-même. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air longtemps après qu'elle se fût levée, sa dignité intacte, son esprit s'élevant. Alors qu'elle s'éloignait, les parents présents ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. Ils ne voyaient pas une femme rejetée, mais une reine en pleine ascension. Pour la première fois, Patrick ressentit une pointe de quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la peur. Il avait imaginé Clara pleurant, suppliant, brisée. Au lieu de cela, elle partait rayonnante de force, tandis qu'il restait entouré des chuchotements d'une famille qui ne le regardait plus avec fierté. Stella chercha sa main, mais il se dégagea, ses yeux toujours rivés sur la porte par laquelle Clara avait disparu.
quelque chose en lui disait qu'en la laissant partir, il n'avait pas gagné. Il avait tout perdu. Dans les semaines qui suivirent le divorce, Clara émergea dans le monde, transformée. Elle marchait à travers le marché la tête haute, le pas gracieux, les yeux brillants d'une liberté qu'aucune insulte ne pouvait ternir. Les gens chuchotaient, mais cette fois ce n'était pas de pitié, c'était d'admiration. Ils parlaient de sa dignité, de sa force tranquille, de sa capacité à endurer les tempêtes et à briller quand même. Les femmes la regardaient avec un respect nouveau, les hommes avec admiration. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison, elle l'avait transformée en un trône d'où elle régnait désormais sur son propre destin. Patrick la vit une fois en passant, et la vue lui brûla le cœur. Clara portait une robe en encara fluide, ses cheveux soigneusement attachés, son rire riche et libre alors qu'elle parlait avec des vendeuses du marché qui l'adoraient. Elle rayonnait d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années, sa présence magnétique, son esprit intouchable. Patrick se figea, l'observant de loin, la jalousie et le regret le consumant. Stella se tenait à côté de lui, tenant le bébé, mais les yeux de Patrick ne quittèrent jamais Clara point ce jour-là, son silence fut plus éloquent que toutes ses vantardises. Il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que la richesse ou les biens. Clara, cependant, ne regarda pas en arrière. Elle n'était plus liée par le mépris de Patrick ni par la cruauté d'Evelyne. Elle avait érigé autour d'elle une forteresse de dignité, et à chaque pas en avant, elle devenait plus forte. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que l'amour, celui-là même qui lui avait échappé dans son mariage, s'approchait doucement. David, le cousin de Patrick, qui l'avait toujours admiré dans l'ombre, la regardait maintenant avec un regard qui ne promettait ni pitié, ni conquête, mais de la dévotion. Et cette promesse, bien que tacite, allait bientôt allumer un feu que Patrick ne pourrait jamais éteindre. David avait toujours été là, une ombre en marge des réunions de famille, un cousin discret qui parlait peu mais voyait beaucoup. Au fil des années, il avait admiré Clara de loin, respectant sa dignité même quand d'autres se moquaient d'elle, remarquant sa force tranquille quand Evelyne la méprisait, et reconnaissant son endurance silencieuse quand Patrick étalait son arrogance. Il n'en avait jamais parlé, lié par la loyauté familiale et les vœux de mariage de Clara, mais l'admiration couvait dans son cœur comme un feu soigneusement entretenu, attendant son heure. Après le divorce, lorsque Clara émergea radieuse et libre, David sentit l'appel du destin lui murmurer que son heure, et sa chance, était venue. Il ne se précipita pas avec une passion imprudente. Au lieu de cela, il commença par de petits gestes. Il lui rendait visite, apportant des cadeaux non pas luxueux, mais attentionnés, du vin de palme frais de sa ferme, des paniers d'igname et de plantains, des livres qu'il pensait qu'elle aimerait. Sa présence était constante, respectueuse, jamais intrusive, mais assez chaleureuse pour dégeler le givre de la trahison qui persistait autour de son cœur. Au début, Clara le regardait avec curiosité, incertaine de ses intentions. Elle s'était habituée aux hommes qui l'approchaient soit par pitié, soit par admiration superficielle. Mais les yeux de David ne contenaient ni l'un ni l'autre. Ils contenaient du respect, de la révérence et une sincérité qui la désarmait. Il ne parlait pas de Patrick, ne lui rappelait pas les blessures dont elle guérissait, et ne la traitait pas comme une femme brisée. Au lieu de cela, il l'interrogeait sur ses rêves, ses endroits préférés, les souvenirs de son enfance. Il écoutait vraiment, d'une manière que Patrick n'avait jamais faite. Pour Clara, qui avait vécu des années dans le silence et l'indifférence, l'attention de David était comme la pluie tombant sur une terre assoiffée. Elle se surprit à sourire plus librement en sa présence, à rire sans retenue, son esprit s'allégeant d'une manière qu'elle avait oublié être possible. Lentement, la famille commença à remarquer. Lors des réunions, David s'asseyait près de Clara, non pas avec l'audace d'un conquérant, mais avec l'humilité d'un homme qui chérissait sa compagnie. Il la protégeait des mots tranchants d'Evelyne, ripostant souvent avec un respect calme mais ferme qui laissait même la matriarche sans voix. Les voisins chuchotaient quand ils le voyaient escorter Clara au marché, sa main flottant protectrice dans son dos. Pour les étrangers, cela ressemblait à de l'admiration s'épanouissant en amour. Pour Clara, cela ressemblait à trouver un abri après des années de tempête. Et pour Patrick, observant depuis la touche, c'était un poignard s'enfonçant plus profondément dans son orgueil, car la femme qu'il avait rejetée brillait maintenant plus que jamais, et dans les bras de son propre sang. La vie de Clara commença à changer d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Avec la présence de David, elle ressentait une aisance qu'elle n'avait jamais connue dans son mariage. Il n'exigeait rien, ne la rabaissait pas, ne l'accablait pas d'attentes. Au lieu de cela, il élevait son esprit, célébrant les plus petites victoires de sa journée,
l'encourageant à redécouvrir la femme qu'elle avait été avant que la trahison n'assombrisse sa vie. Il se promenait dans les rues étroites au crépuscule, riant des histoires d'enfants jouant, partageant du maïs grillé acheté aux vendeurs de bord de route, leur conversation coulant sans effort. Pour la première fois depuis des années, Clara se sentait vue, non pas comme une épouse, non pas comme une victime, non pas comme un fardeau, mais comme une femme de valeur. Sa transformation ne passa pas inaperçue. Les mêmes voisins qui l'avaient autrefois plainte la regardaient maintenant avec admiration. Les femmes chuchotaient avec émerveillement qu'elle avait non seulement survécu à la disgrâce, mais qu'elle s'était élevée au-dessus, se portant avec dignité et grâce. Les hommes regardaient avec un mélange de respect et d'envie, remarquant que Clara semblait plus jeune, son sourire plus éclatant, ses pas plus légers. Même les femmes du marché, qui avaient été témoins de son endurance silencieuse pendant ces années avec Patrick, l'appelaient maintenant « reine », s'émerveillant de l'éclat qu'elle portait. La dévotion de David était devenue le sujet de conversation de la ville, non pas parce qu'elle était bruyante ou ostentatoire, mais parce qu'elle était authentique, inébranlable et visible dans la façon dont il la regardait, comme si elle était un trésor inestimable. Pourtant, sous l'admiration, couvait la tempête de la fureur de Patrick. Il entendait les murmures, voyait les regards, et chacun le cinglait comme un fouet. Il avait pensé que divorcer de Clara et parader avec Stella l'enterrerait, mais au lieu de cela, sa dignité, couplée à la dévotion de David, avait ressuscité sa réputation plus forte que jamais. L'orgueil de Patrick, déjà malmené par les coups de maître de Clara, ressentait maintenant la morsure de la trahison venant de sa propre lignée. Il ne pouvait concevoir comment David osait marcher dans son ombre, osait chérir la femme qu'il avait rejetée. Dans l'esprit de Patrick, ce n'était pas seulement une insulte, c'était la guerre. Ce fut lors d'une réunion de famille que la jalousie latente de Patrick éclata finalement en confrontation ouverte. Clara était arrivée avec David, son bras lié au sien dans un geste à la fois simple et profond. Leur présence ensemble fit taire la salle, les murmures volant comme des étincelles. Les yeux d'Evelyne se plissèrent de dédain, Stella remua, mal à l'aise, mais Clara marchait avec une dignité tranquille, la tête haute, le sourire serein. Patrick, déjà fumant de rage, ne put plus se contenir. Il se leva brusquement, sa voix résonnant à travers le hall. « Tu me fais honte, David » rugit-il, le visage tordu par la colère. « Comment oses-tu convoiter ce qui m'appartenait autrefois? Tu te dis mon cousin, pourtant tu me poignardes dans le dos en courant après ma femme. » La salle tomba dans le silence, les proches échangeant des regards nerveux, incertains de quel côté se ranger. David se leva calmement, son attitude inébranlable face à la fureur de Patrick. Sa voix, bien que calme, portait du poids. « Elle n'est plus ta femme, Patrick. Tu l'as jetée, tu t'es moqué d'elle et tu as essayé de la détruire. Tu l'as traitée comme si elle n'était rien, mais elle n'est pas rien. Elle est tout ce que tu étais trop aveugle pour voir, et je ne m'excuserai pas d'honorer le trésor que tu as jeté. » Ces mots, comme des flèches régulières, percèrent l'orgueil de Patrick. Clara était assise entre eux, le visage composé, mais ses yeux brillaient de l'admiration silencieuse d'une femme enfin défendue, enfin chérie en public. Patrick se jeta en avant, retenu par des proches qui se précipitèrent pour le retenir. Sa voix se brisa sous la rage, les accusations jaillissant de ses lèvres. « Tu m'as trahi, David. Tu as trahi cette famille. » Mais la famille, observant le calme serein de Clara et la force inébranlable de David, commença à voir la vérité. Ce n'était pas David qui avait trahi. C'était Patrick qui s'était détruit lui-même par arrogance et cruauté. Plus il rageait, plus il semblait petit, sa fureur exposant son vide. Clara se leva, posant doucement sa main sur le bras de David, et par ce seul geste, elle déclara à tous ceux qui regardaient qu'elle avait choisi la paix, la dignité et l'amour, et que Patrick n'était rien d'autre qu'une ombre de ce qui fut autrefois. Madame Evelyne, autrefois matriarche incontestée, se retrouva au cœur d'une famille fracturée. Elle avait fièrement soutenu Patrick lorsqu'il avait présenté Stella, s'était moquée de Clara lorsqu'elle restait sans enfant, avait célébré la naissance du fils de Stella comme le salut de la famille. Mais maintenant, avec Clara rayonnante aux côtés de David, les proches chuchotaient différemment. Certains tournaient leur respect vers Clara, louant sa prévoyance, sa dignité et la loyauté qu'elle inspirait à David. D'autres s'accrochaient encore aux côtés d'Evelyne, insistant sur le fait que le sang était plus épais que la dignité, que Patrick devait être défendu à tout prix. La famille, autrefois unie pour se moquer de Clara, était maintenant déchirée en deux. La fureur d'Evelyne était palpable. Elle réprimanda David, le traitant de traître, l'accusant de déshonorer les liens familiaux.
Mais David tint bon, le regard stable, la voix inébranlable. Le respect ne s'hérite pas, lui dit-il calmement. Il se gagne. Patrick a perdu le sien, mais Clara n'a jamais perdu le sien. Si vous ne pouvez pas voir cela, alors c'est peut-être vous qui vous êtes égaré. Ces mots la frappèrent plus durement que n'importe quelle insulte, car Evelyne avait bâti sa vie sur l'exigence de loyauté et d'obéissance. Maintenant, elle voyait tout cela lui échapper, morceau par morceau, au profit d'une femme qu'elle avait autrefois qualifiée de stérile et inutile. La nuit, Evelyne restait assise seule, le poids de la honte pesant sur ses épaules. Elle s'était battue si fort pour Stella et son petit-fils, mais les murmures de la famille la hantaient. Clara est plus forte. Clara est plus sage. Clara a trouvé l'amour, tandis que Patrick n'a trouvé que la honte. Son orgueil ne lui permettait pas d'admettre la défaite, mais dans son cœur, elle savait que le vent avait tourné. Clara, la femme qu'elle méprisait, était devenue le pilier de respect vers lequel la famille se tournait désormais, et Evelyne, pour la première fois, ressentit la morsure froide de l'indifférence. Stella, autrefois triomphante, se retrouva piégée dans un cauchemar de sa propre création. Elle était entrée dans la vie de Patrick en croyant qu'elle entrait dans la richesse et le luxe, dans un monde où son enfant serait célébré comme un héritier. Mais la réalité était loin de ses rêves. L'obsession de Patrick pour Clara le consumait, laissant peu de place aux besoins de Stella ou à l'avenir de leur enfant. Chaque jour, il rentrait chez lui l'amertume gravée sur le visage, ne parlant pas de projets pour leur avenir, mais de Clara et David, de trahison et d'humiliation. Stella écoutait, son cœur se refroidissant à chaque mot. Elle avait échangé sa jeunesse et sa réputation pour un homme qui n'avait plus de richesse, plus de respect et plus de paix. Leurs disputes devinrent fréquentes, la voix de Stella tranchante de ressentiment. « Tu m'as promis une vie meilleure. » Pleura-t-elle une nuit, serrant leur bébé contre elle. « Tu as dit que Clara était finie, que nous nous élèverions au-dessus d'elle. Mais regarde-nous. Nous ne sommes que l'ombre de son éclat. Les gens rient dans mon dos, Patrick. Ils disent que j'ai suivi un fou. » Ces mots le blessèrent, mais au lieu d'humilité, Patrick répondit par la rage. Il frappa la table du poing, criant qu'elle lui devait loyauté, qu'elle devrait être reconnaissante qu'il l'ait choisie. Stella recula, les yeux écarquillés d'horreur face à l'homme avec qui elle partageait désormais sa vie. Le masque était enfin tombé, et ceux qui se trouvaient en dessous étaient plus lesquels ne pouvaient le supporter. Dans sa solitude, Stella commença à envier Clara, non pas pour la richesse qu'elle avait assurée, mais pour la paix qu'elle portait désormais. Clara était partie avec dignité, s'était élevée au-dessus de la honte et se prélassait maintenant dans le genre d'amour que Stella réalisait qu'elle ne connaîtrait jamais avec Patrick. L'amertume qui alimentait autrefois l'orgueil de Stella se tourna vers l'intérieur, s'aigrissant en regret. Pour la première fois, elle se vit non pas comme la vainqueur de Clara, mais comme son ombre, poursuivant éternellement une couronne qu'elle ne pourrait jamais porter. Patrick ne pouvait supporter la vue de Clara rayonnante d'un nouvel amour avec David. La jalousie le rongeait comme un poison, corrodant le peu de dignité auquel il s'accrochait encore. En désespoir de cause, il se tourna vers le mensonge, tissant des histoires selon lesquelles Clara avait été infidèle bien avant le divorce, murmurant qu'elle et David avaient conspiré contre lui depuis le début. Il répandit les rumeurs lors des réunions de famille, au marché, même parmi ses associés. Sa voix dégoulinait de venin, ses yeux fous de conviction alors qu'il dépeignait Clara comme une intrigante qu'il avait trahie. Il pensait que les murmures deviendraient une tempête, ternissant l'honneur de Clara. Mais le contraire se produisit. Les gens avaient observé la vie de Clara de trop près pour croire ses mensonges. Ils avaient vu son endurance, sa douleur, son silence sous l'humiliation et sa grâce alors qu'elle aurait pu chercher vengeance. Les mots de Patrick sonnaient creux, comme les cris d'un homme qui se noie et s'accroche à des ombres. Au lieu de faire honte à Clara, les rumeurs érodèrent davantage la réputation de Patrick. Les partenaires commerciaux se détournèrent de lui, secouant la tête face à son amertume. Les proches le réprimandèrent en privé, l'avertissant qu'il déshonorait le nom de la famille avec son obsession. Même ceux qui l'avaient autrefois soutenu commençaient à voir la vérité. Clara s'était élevée au-dessus de la trahison, tandis que Patrick s'y vautrait. Stella, fatiguée des comparaisons constantes et de l'amertume sans fin, devint plus acerbe dans ses reproches. « Tu ne peux pas la laisser partir, n'est-ce pas » ricana-t-elle une nuit, la voix brisée. « Même en la perdant, tu es toujours enchaîné à elle. Tu es obsédé, Patrick, et ça nous détruit. » Mais Patrick, aveuglé par la rage, rejeta ses paroles, convaincu que s'il pouvait seulement faire tomber Clara, il restaurerait son orgueil. « Clara,
quant à elle, restait intouchable. Elle ne répondait pas aux accusations de Patrick, ne se défendait pas contre ses calomnies. Son silence devint à nouveau son bouclier, sa dignité une forteresse qu'aucun mensonge ne pouvait pénétrer. David, se tenant à ses côtés, la regarda dans les yeux et dit, « Tu n'as pas besoin de combattre ce qui est déjà en dessous de toi. Laisse le monde voir la différence entre le bruit et la vérité. » Et en effet, le monde le vit. Les mensonges de Patrick s'effritèrent comme des feuilles sèches, tandis que la force tranquille de Clara ne brillait que plus fort. L'humiliation de Patrick face au retour de flamme des rumeurs n'éteignit pas son obsession. Elle l'enflamma. Il se tourna ensuite vers les complots, déterminé à récupérer les actifs qui lui avaient glissé entre les doigts. Il chercha le frère de Clara, le coinçant avec des offres d'argent qu'il n'avait plus, des promesses de pouvoir qu'il ne pouvait tenir. « Reviens-moi à la maison. » implora-t-il, la voix tremblante de désespoir. « Rends-moi les parts, et je te rendrai plus riche que tu ne l'as jamais rêvé. » Mais le frère de Clara, fidèle à sa sœur, le regarda avec un mélange de pitié et de dédain. « Tu as ruiné ta propre vie, Patrick. Ma sœur ne te doit rien. Moi non plus. Pars avant de te déshonorer davantage. » Son rejet cingla comme un fouet, et Patrick partit en trombe, son orgueil en lambeaux. Incapable de racheter son retour, Patrick devint plus sombre, complotant pour manipuler la loi. Il falsifia des documents, tenta de corrompre des fonctionnaires, essaya même de répandre de fausses allégations selon lesquelles Clara l'avait contraint à signer les transferts. Mais chaque tentative s'effondra avant de commencer. Le frère de Clara avait tout scellé avec une légalité inattaquable, et Patrick se retrouva piégé dans une toile de sa propre fabrication. Chaque échec approfondissait son désespoir, chaque rejet rongeait son orgueil. L'homme autrefois fier, qui était entré dans un dîner de famille avec une maîtresse au bras, rôdait maintenant dans l'ombre, poursuivant des miettes de pouvoir qui ne lui appartenaient plus. Clara observait de loin, son cœur non plus amer, mais attristé par l'épave qu'était devenu Patrick. Elle dit à David un soir, « Il n'est plus mon ennemi. C'est un homme qui se détruit lui-même. » Et David, avec la sagesse d'un homme qui aimait profondément, répondit, « Parfois, la punition la plus dure n'est pas ce que les autres te font, mais ce que tu te fais à toi-même. » Ensemble, ils prièrent doucement pour la paix, non pour la réconciliation, mais pour que Patrick voie un jour la futilité de son chemin. Mais Patrick, consumé par la colère, n'était pas prêt pour la paix, seulement pour la ruine. Stella, autrefois rayonnante de la fierté d'avoir été choisie, se retrouvait maintenant piégée dans un rêve en ruine. La richesse qu'elle avait imaginée avait disparu, remplacée par des dettes et la honte. Le respect qu'elle pensait commander s'était transformé en murmure de pitié et de mépris. Et pire que tout, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié n'était plus sien en esprit. Les yeux de Patrick, son esprit, chacune de ses paroles était toujours enchaînée à Clara. « Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer » pleura Stella une nuit, serrant son fils. « Je t'ai tout donné, je t'ai donné un fils, j'ai laissé ma vie derrière moi pour toi. Et pourtant, tu cours après une femme qui ne veut rien avoir à faire avec toi. » Ses larmes tombaient chaudes et amères, mais Patrick ne répondit que par le silence, son obsession trop dévorante pour entendre sa douleur. Leurs querelles devinrent quotidiennes, le ressentiment de Stella débordant en accusations acerbes. Elle le blâmait de l'avoir entraîné dans la disgrâce, d'avoir échoué à subvenir à leurs besoins, de s'accrocher au fantôme d'un mariage mort depuis longtemps. « Tu m'as ruiné, Patrick » hurla-t-elle un soir, sa voix résonnant dans leur petit appartement loué. « Tu m'avais promis la gloire, mais je ne vois que des cendres. » Ces mots le percèrent, mais au lieu d'humilité, Patrick se retourna contre elle avec cruauté, la blâmant pour sa chute, prétendant qu'elle l'avait tenté vers la trahison. Leur amour, autrefois affiché, gisait maintenant en ruine, remplacé par l'amertume et le regret. Finalement, Stella atteignit son point de rupture. Un matin, son enfant attaché dans le dos et ses affaires hâtivement emballées, elle franchit la porte, laissant Patrick crier après elle. Elle en avait assez vu, assez enduré, et assez perdu. Pour Stella, le rêve était terminé, remplacé par le goût amer de la réalité. Et alors qu'elle partait, le cœur de Patrick sombra, non pas parce qu'il l'aimait, mais parce que son départ était un autre miroir reflétant son effondrement. Désormais, Patrick n'était plus qu'une coquille vide de l'homme qu'il était autrefois. Son entreprise, autrefois prospère, s'était étiolée alors que les partenaires l'abandonnaient. Sa richesse, dont il se vantait autrefois, s'était évanouie dans les dettes et les projets échoués. Sa famille, autrefois fière de son arrogance, chuchotait maintenant sa disgrâce. Même Evelyne,
la mère qui s'était autrefois dressée comme sa plus féroce défenseur, commença à prendre ses distances, sa honte trop lourde à porter. Elle évitait les rassemblements, incapable de supporter les murmures selon lesquels Clara, la femme qu'elle méprisait, s'était élevée plus haut que son fils ne le pourrait jamais. Laissé seul, Patrick buvait pour engourdir la douleur, ses nuits remplies d'amertume, ses jours de regret. La communauté qu'il avait autrefois respectée se moquait maintenant de lui à voix basse. Les enfants le pointaient du doigt alors qu'il trébuchait dans les rues, marmonnant pour lui-même, ses vêtements froissés, sa dignité déchiquetée. Le nom de Clara le hantait partout, non pas parce qu'elle le poursuivait, mais parce que sa présence persistait dans sa force, sa dignité, son amour avec David. Chaque fois qu'il les voyait ensemble, souriant, radieux, en paix, le couteau s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Sa jalousie se transforma en obsession, son obsession en folie. Il avait perdu non seulement Clara, mais aussi Stella, son enfant, sa richesse, son orgueil, et même le respect de sa mère. Il était un roi sans trône, un homme sans honneur. L'effondrement de Patrick fut complet le jour où il trébucha une fois de plus devant les portes du manoir, ivre et échevelé, criant le nom de Clara. Les gardes, impassibles, lui refusèrent l'entrée, et les voisins regardèrent avec pitié alors qu'il s'affaissait sur le sol, les larmes se mêlant à la poussière. Les portes, silencieuses et inflexibles, se dressaient comme un monument à sa chute. Clara, debout à une fenêtre au-dessus, regardait non pas avec colère, mais avec tristesse. Elle chuchota une prière pour lui, son cœur libre de haine, même alors que le sien était consumé par le feu du regret. Le soleil du matin se leva doucement sur la concession où Clara vivait maintenant avec David, sa lumière dorée peignant les murs de promesses. Clara marchait dans le jardin, ses pas légers, son cœur libre, son rire résonnant alors que David la rejoignait, sa main trouvant la sienne. Leur amour n'avait pas éclos dans la hâte, mais dans une patience tranquille, bâtie sur le respect, la loyauté et la dévotion. Là où Patrick s'était moqué d'elle, David la chérissait. Là où Evelyne l'avait méprisée, la famille de David l'embrassait. Là où Stella avait jubilé, Clara se tenait maintenant en paix. Pour la première fois de sa vie, elle savait ce que signifiait être vraiment aimée, non pour son ventre, non pour son silence, mais pour son âme. La communauté observait sa transformation avec émerveillement. Les femmes admiraient sa résilience, les hommes respectaient sa sagesse, et même les enfants étaient attirés par sa chaleur. Clara était devenue un symbole non de trahison, mais d'endurance et de dignité. Elle avait enduré des tempêtes et émergé reine, ses cicatrices transformées en couronne. David, toujours à ses côtés, l'honorait ouvertement, sa dévotion visible dans la façon dont il la regardait, dont il parlait d'elle, dont il protégeait sa paix. Ensemble, ils bâtirent une vie non d'opulence, mais de joie, et dans cette joie, Clara trouva plus de richesse qu'aucun manoir ne pourrait donner. Patrick, dans sa solitude, restait une ombre, hanté par la vue de la femme qu'il avait rejetée, vivant maintenant une vie qu'il ne pourrait jamais lui donner. Sa jalousie brûlait, son regret le consumait, mais Clara ne regarda jamais en arrière. Elle avait clos ce chapitre avec grâce, et sa nouvelle aube avait commencé. L'acte final de justice n'était pas dans sa ruine à lui seul, mais dans son ascension à elle, sa paix, son amour. Car à la fin, Clara n'avait pas seulement gagné, elle avait transcendé. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de revenir pour la prochaine histoire incroyable.